Bonsoir et bienvenue dans votre journal francophone. Je suis Hasmin Karakelian. Une rencontre entre Nicole Pachinian et Ilham Aliyev pourrait-elle avoir lieu à Dubaï? C'est en tout cas ce qu'affirme le média Middle East Eye. Le site d'information rapporte que le premier ministre arménien et le président azerbaïdjanais prévoient de se rencontrer à la fin du mois, bien que l'information n'ait pas encore été confirmée officiellement. Le média précise, et je cite, « Bien que l'Arménie et l'Azerbaïdjan soient parvenus à un accord sur un projet de traité de paix en mars, Bakou insiste toujours sur plusieurs conditions supplémentaires avant de le signer. L'Azerbaïdjan existe qu'Erevan modifie sa constitution pour en retirer les références au territoire azerbaïdjanais, mettre fin à la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie et dissolve le groupe de Minsk. Dans ce contexte, la Turquie, intéressée par le corridor médian, considère l'Arménie comme un pays de transit crucial et exhorte maintenant l'Azerbaïdjan à signer le traité de paix. Fin de citation. Au cœur de ce traité de paix se trouve la question cruciale de la réouverture des communications, une question qui place l'Arménie face à un dilemme stratégique majeur. D'un côté, la réouverture promet des bénéfices économiques évidents, mais de l'autre, elle comporte des risques immenses pour la souveraineté et la sécurité du pays, car l'ouverture d'un corridor sans garantie réelle et sans contrôle arménien pourrait se traduire par une perte de souveraineté sur la région cruciale du Sunnique et une pression accrue de la part de l'axe Ankara-Bakou. Face à ce risque existentiel, une question se pose. Peut-on se passer du contrepoids russe? Pour de nombreux observateurs, la réponse est non. Il rappelle la présence militaire de Moscou a été par le passé offrant aux menaces extérieures contre l'Arménie. Laisser la Russie hors jeu aujourd'hui reviendrait à laisser l'Arménie seule à la table des négociations face à des acteurs bien plus puissants. Dans cette nouvelle partie d'échecs géopolitiques, le risque est immense, celui de n'être plus qu'un pion, une simple monnaie d'échange, faute de s'appuyer sur des alliances éprouvées. Et pendant ce temps, à Stepanakert, sous contrôle azerbaïdjanais, le président Ilham Aliyev accueille le sommet de l'Organisation de coopération économique en présence notamment du président turc. Les détails dans le reportage de Lilith Mouradian. Le 17e sommet de l'Organisation de coopération économique s'ouvre demain à Stepanakert, ville principale de la région du Haut-Karabakh. L'événement réunira les présidents de l'Iran, de la Turquie, du Pakistan et de plusieurs pays d'Asie centrale. En prélude à ce sommet, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a accueilli ce jour plusieurs de ses homologues, dont le premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le président de la République turque autoproclamée de Chypre du Nord, Ersin Tatar. Les dirigeants turcs et iraniens sont quant à eux attendus demain. En marge de ces rencontres diplomatiques, un spectacle équestre a été organisé à Agdam. Le président Aliyev a également poursuivi les inaugurations de nouvelles infrastructures dans la région. Il a ainsi officiellement ouvert la route reliant Varanda à Chouchi, un axe qui sera complété par un nouveau tronçon de près de 82 km. Toujours à Stepanakert, le chef de l'État azerbaïdjanais a posé la première pierre d'un complexe abritant une gare ferroviaire et routière. Enfin, selon la presse azerbaïdjanaise, il a inspecté les travaux du parc baptisé de la Victoire. Revenons à Yerevan. L'Assemblée nationale a adopté en seconde lecture et dans son intégralité les projets de loi qui ont fait de grands bruits. Le paquet législatif concernant les réseaux électriques d'Arménie au cœur des récents développements a été approuvé par 65 voix pour et 27 contre. La séance a été marquée par un vif incident après l'intervention du député Hovik Arazarian qui a quitté le parti au pouvoir. Le vice-président de l'Assemblée, Hakop Arshakyan, qui présidait la séance, a qualifié le discours de son ancien collègue de servant les intérêts d'un pays tiers, déclenchant une vive altération. Le reportage est signé par Simon Hovhannisyan. Après le discours de Hovik Aghazaryan, qui a quitté le parti au pouvoir, une nouvelle pluie de bouteilles s'est abattue sur l'Assemblée nationale. Les passions se sont déchaînées autour de la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie. Pour Aghazaryan, ce conflit cache un enjeu géopolitique bien plus large.
Par ces manœuvres, on essaie d'attiser les sentiments anti-russes pour que demain, après-demain, nous nous tournions vers l'Ouest en nous brouillant avec la Russie. Mais l'Ouest, pour nous, commence par la Turquie. Et pour que nous puissions transiter vers l'Ouest depuis l'Iran, la Turquie agitera la menace de 300 000 réfugiés. Une infime partie de ces 300 000 réfugiés viendra en Arménie. Et vous savez tout ce qui se passera. C'est pourquoi j'appelle la partie russe à ne pas céder à nos provocations. Merci. La scène a tourné à la confusion générale. Alors que les invectives fusaient, la députée Tsovinar Vardayan et le président de séance, Akop Achakian, ont tenté de ramener un semblant de calme dans l'hémicycle pour éviter une bagarre. Ce discours sert davantage des intérêts étrangers qu'arméniens. Et cela ne m'a pas plu non plus. Mais s'il vous plaît, ne cédez pas aux émotions. Vous avez la possibilité de répondre par des discours, alors ne criez pas depuis vos sièges. Des cris, une bouteille qui vole, que se serait-il passé si Ovik Agazarian n'avait pas été expulsé de la salle? Voilà, comptez sur Agazarian, n'est-ce pas? Après Philippe Kirkorov et Ksenia Sobchak, après l'échec d'Igor Kroutoï, voilà qu'on nous envoie Agazarian pour qu'il délivre une fausse dénonciation contre l'Arménie. Un élu qui, selon la Constitution, représente le peuple tout entier et donc toute la République d'Arménie, vient calomnier son propre pays en affirmant que c'est l'Arménie qui provoque et en demandant à un État étranger de ne pas céder à ses provocations. C'est une honte absolue. Le député Yegoyan rejette l'idée que Somvel Karapetian soit victime de persécutions politiques et demande plutôt que l'on s'intéresse aux déclarations d'Agazarian. De son côté, le président du Parlement, Alen Simonian, se livre à ce qui ressemble à un harcèlement manifeste. Il me semble que le temps et la réalité ont déjà fait leur œuvre. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de pire. Et nous avons notre part de responsabilité là-dedans. Garnik Danielian, du groupe parlementaire Ayastan, n'est d'accord ni avec les propos d'Agazarian, ni avec les insultes qui lui ont été adressées depuis l'hémicycle. Des propos inaudibles sous les signes sonores d'Akop Achakian. Laissez-moi finir ma pensée. Ce n'est pas que nous, au sein du bloc Ayastan, nous soyons d'accord avec les discours de M. Agazarian. Nous ne le sommes pas. Mais jamais nous ne nous permettrions un tel vocabulaire. Monsieur, vous êtes une personne éduquée, instruite. Ce n'est pas possible. Soyez plus sobre dans votre langage. Pendant ce temps, le débat sur la nationalisation se poursuit. Le pouvoir accuse l'opposition d'avoir des liens avec Somvel Karapetian. Le président de l'Assemblée, rappelant les paroles de l'homme d'affaires, lance « Même lui se fiche des réseaux électriques, alors pourquoi l'opposition est-elle si enthousiaste ?» Son collègue Babken Tounian s'étonne lui aussi. Ce projet vise à contrôler les risques et, si nécessaire, à y instaurer une gestion étatique. Et hier, je regardais le programme de la Fédération révolutionnaire arménienne, où vous-même, M. Minassian, vous affirmez que, bien que vous soyez pour l'économie de marché, l'État doit avoir une participation maximale dans les entreprises d'infrastructures stratégiques. Artzvik Minassian, de l'opposition, répond aux affirmations du pouvoir, rappelant que le gouvernement a déjà pris le contrôle de certaines entités par le passé et a échoué. Il ne s'agit pas d'un retour à l'État. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas l'État. La République d'Arménie, ce n'est pas vous. Vous, en tant que pouvoir, quand vous nommerez un administrateur judiciaire qui va purger tout le système et nommer les gens que vous voulez, vous penserez que c'est ça la République d'Arménie? Quel rapport avez-vous avec la République d'Arménie? Au terme de cette session houleuse, le projet de loi autorisant la nationalisation des réseaux électriques d'Arménie a été adopté par 65 voix pour et 27 contre. Une tragédie insupportable a endeuillé la capitale arménienne. Vers minuit, une maison du quartier de Hartanak est devenue un piège mortel. Un incendie d'une violence inouïe a tout détruit sur son passage, ne laissant aucune chance à ses occupants. Les secours ont découvert 3 corps, ceux d'un bébé et de ses 2 grands-mères. 3 générations anéanties en quelques instants. L'émotion est immense ce soir en Arménie. Une tragédie a frappé la capitale arménienne cette nuit, dans le quartier de Astanak. Derrière ce portail, une maison a été entièrement ravagée par les flammes. Une fois l'incendie maîtrisé, les secours ont fait une macabre découverte. 3 corps calcinés, dont celui d'un enfant d'à peine 1 an. Selon les premiers témoignages, le drame aura été provoqué par l'explosion d'une bouteille de gaz.
Le mari a brisé une vitre et a réussi à faire sortir sa femme et l'aîné des enfants. Les grands-mères sont allées se réfugier dans la salle de bain avec l'autre enfant en espérant être sauvées. Le mari n'a pas eu le temps de retourner à l'intérieur car lorsque la bouteille a explosé, le feu était trop violent. Le temps que les pompiers arrivent, nous ne pouvions plus rien faire. L'enfant d'1 an et ses 2 grands-mères n'ont donc pas pu être sauvés. Des témoins impuissants ont entendu les appels à l'aide, mais n'ont rien pu faire face à la violence du brasier. On a entendu crier « Au secours, au secours !» On est sorti, mais le feu était déjà trop haut. Il n'y avait plus rien à faire. Les pompiers sont venus, mais c'était en vain. Selon le porte-parole du ministère de l'Intérieur, l'alerte a été donnée à minuit et 11 minutes. Un important dispositif de secours a été immédiatement dépêché sur les lieux. Plusieurs unités de pompiers sauveteurs, des équipes du centre de gestion de crise, ainsi qu'un soutien médical et psychologique. Face à la gravité de la situation, des renforts ont été envoyés. Le feu ne sera totalement maîtrisé qu'à 1h05 du matin. Derrière ce drame se cache aussi une réalité sociale douloureuse. La famille sinistrée vivait dans une grande précarité et n'occupait cette maison que de manière temporaire. S'il vous plaît, si c'est possible, qu'on aide ces gens. C'est un jeune couple. Les grands-mères les aidaient, s'occupaient d'eux. Maintenant, ils n'ont plus personne. C'est terrible pour eux. La famille sinistrée vivait dans une grande précarité et n'occupait cette maison que de manière temporaire. Un autre élément vient ajouter à la tragédie, la difficulté d'accès au lieu du sinistre. La ruelle, située dans un quartier populaire, est particulièrement mal desservie. Selon les témoins, les secours eux-mêmes ont peiné à la trouver. Dans leur métier, chaque minute, chaque seconde peut coûter des vies. Et sur la scène politique intérieure, le Premier ministre Pachinian a publié un nouveau message sur Facebook tôt ce matin. Il a écrit, je cite, « Des élections anticipées doivent absolument avoir lieu, mais des élections anticipées pour les catholicos de tous les Arméniens. Nous reviendrons plus en détail sur ces déclarations dans nos prochaines éditions. » Passons au tour de l'actualité internationale. L'aggravation des tensions entre Moscou et Bakou se poursuit. Derniers épisodes en date, l'ambassadeur de Russie a été convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères à Bakou. Son homologue azerbaïdjanais lui a transmis une protestation officielle visant directement les médias russes. Bakou dénonce des manifestations d'intolérance ethnique et plus particulièrement l'association systématique faite entre la nationalité azerbaïdjanaise et l'expression groupe criminel. La tension entre la Russie et l'Azerbaïdjan continue de monter d'un cran. En Russie, l'accès à plusieurs sites d'information azerbaïdjanais a été restreint. Sont notamment concernés les sites report.az, oksu.az et caliber.az, inaccessibles via les réseaux Wi-Fi et mobiles. Signe de cette escalade, l'ambassadeur russe Mikhail Evdokimov a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Bakou. Le vice-ministre azerbaïdjanais Araz Azimov y a exposé les agissements qui, selon Bakou, sapent les relations de bon voisinage entre les deux pays. Le ministère a vivement critiqué les manifestations d'intolérance ethnique dans les médias russes et notamment l'association systématique entre la nationalité azerbaïdjanaise et la notion de groupe criminel. De plus, Bakou a rappelé que depuis que l'avion de la compagnie Azerbaijan Airlines a été abattu le 25 décembre dernier, la partie russe n'a pas pris les mesures nécessaires pour clarifier la situation, qualifiant cela de campagne de désinformation de la part des responsables et des médias russes. Au cours de la rencontre, la légalité des opérations menées contre le bureau de Sputnik Azerbaïdjan a également été soulignée par la partie azerbaïdjanaise qui affirme que l'enquête est en cours et conforme à sa législation. Parallèlement, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les diplomates russes n'ont toujours pas obtenu l'autorisation de rencontrer les citoyens russes arrêtés, malgré plusieurs demandes officielles. En réponse, la partie azerbaïdjanaise soutient que ces demandes ont été immédiatement transmises aux autorités compétentes. La confrontation s'étend également au terrain judiciaire. À Yekaterinbourg, les opérations contre un groupe criminel organisé azerbaïdjanais se poursuivent. Plusieurs personnes ont été arrêtées ces derniers jours, dont Shahin Lalaev et Alikan Ganjiev, accusés de plusieurs crimes graves commis entre 2001 et 2011. Le chef de la communauté azerbaïdjanaise de la ville, Shahin Chiklinski, a également été arrêté alors qu'il tentait de prendre la fuite. Le fils du président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, Eldar Junior, se retrouve lui aussi dans le viseur des médias. Il devrait près d'1 million de roubles d'impôts pour sa luxueuse villa à Barvika. Les autorités fiscales russes ont déjà saisi la justice à plusieurs reprises à ce sujet. Sur les réseaux sociaux, l'analyste militaire russe Igor Strelkov a livré une évaluation sévère de la situation, soulignant que l'Azerbaïdjan s'engage de plus en plus sur une voie anti-russe et est désormais considéré comme un adversaire militaire potentiel pour la Russie. Le journaliste Andrei Kalitin a souligné que ces développements montrent que la Russie perd ses alliés post-soviétiques les uns après les autres et que nous pourrions assister à la véritable dislocation de l'Union soviétique, non plus dans la forme, mais dans les faits. Le blogueur Alexei Naumov a exprimé sa perplexité face au caractère très émotionnel de réponse de Bakou, notant que de telles réactions sont rares au niveau
niveau étatique. Selon lui, Azerbaïdjan doit s'attendre à une réponse bien plus ferme et qui risque de doucher les ardeurs de Bakou. La situation continue d'évoluer d'heure en heure. Nous suivons ces développements et nous continuerons de vous fournir les informations les plus récentes et les plus réfiables. Diana Karapetian pour Reopen Media. Et pour finir, les autres titres de l'actualité internationale. Washington appelle l'Iran à ne pas rompre les liens avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les États-Unis jugent inacceptable la suspension de la coopération iranienne et exhortent Téhéran à la rétablir sans délai. Alors que des images satellites montrent une reprise de l'activité sur des sites nucléaires souterrains. Le duel à distance se poursuit entre Elon Musk et Donald Trump. Les milliardaires critiquent vivement une nouvelle loi budgétaire, n'hésitant pas à qualifier le système politique américain de parti du porc, en référence aux dépenses clientielles. Un drame en Indonésie. Au moins 4 personnes sont mortes et 58 sont portées disparues après le naufrage d'un ferry près de l'île de Bali. Et enfin, cette annonce surprenante du président Trump. Il envisage de rouvrir la tristement célèbre prison d'Alcatraz pour y incarner les criminels les plus dangereux du monde. Un projet dont le coût est estimé à 370 millions de dollars. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 3 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian et je vous donne rendez-vous demain. À très vite.